Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit le docteur Chemla et maître Boileau pour analyser un premier cas médico-légal en gynécologie obstétrique. Nous parlerons d'un cas clinique lié au pot à pot, une pratique recommandée mais pouvant engager la responsabilité des professionnels lorsqu'elle n'est pas réalisée dans des conditions sécurisées. Bonjour Docteur Chemla, on est très heureuse de vous recevoir sur notre chaîne du micro des gynécos, accompagné de maître Boileau pour un duo sur une analyse de cas clinique. Alors l'épisode a un format un petit peu différent. Vous allez nous exposer le cas clinique auquel vous avez été confronté et puis il y aura cette analyse avec maître Boileau à la suite. Bonjour Léa, merci de nous recevoir pour cette émission à la GOF. Je vais vous raconter donc une situation clinique que vous pourrez retrouver sur le site lexan.fr. Alors il s'agit du pot à pot. Le titre c'est technique recommandée mais à risque. Madame M a 23 ans au moment des faits. C'est une jeune primigeste qui accouche en 2009. Je précise la date parce qu'il y a une date pivot qui est la date de 2002, qui est la date de parution de ce qu'on appelle la loi Kouchner, dont on parlera éventuellement un petit peu plus tard. Donc elle accouche en 2009 dans un hôpital par les voies naturelles. Elle a donné au terme d'une grossesse à bas risque et d'un travail qui s'est déroulé sans aucune difficulté et d'un accouchement qui a été normal. Elle donne naissance à une petite fille qui a un poids normal, 3,170 kg, et une biométrie tout à fait normale. Et cette petite fille s'adapte parfaitement à la vie extra-utérine et pendant le temps où il est effectué la suture périnéale, eh bien cette petite fille a été mise en pot à pot. Une fois que la suture a été terminée, la sage-femme a quitté la salle de naissance pendant juste quelques minutes et a laissé la coucher avec son mari et son nouveau-né, le nouveau-né étant toujours en pot à pot. Et quelques minutes après être sortie de la salle de naissance, la sage-femme a été rappelée par le mari de la parturiente qui s'inquiétait de l'état de son enfant qui paraissait inanimé. La sage-femme est revenue en salle de naissance, a constaté effectivement que le nouveau-né était inanimé et a appelé immédiatement l'équipe de garde qui a procédé à une réanimation immédiate, qui a permis au nouveau-né de récupérer une activité cardiaque normale et une ventilation spontanée, et elle a été transférée par le SMUR dans le service de réanimation le plus proche. Mais malheureusement, elle présente aujourd'hui, malgré les soins qui lui ont été administrés, une paralysie cérébrale en lien avec une anoxo-ischémie qui s'était produite pendant le temps du pot à pot. Les reproches des parents, c'est ne pas avoir été informé des risques du pot à pot, ni des modalités du positionnement de son enfant. Elle reproche aussi au service d'avoir été laissée seule avec son mari sans surveillance rapprochée, et elle rend le service responsable des complications neurologiques qui affectent son enfant. Et donc, c'est une affaire qui a été portée devant ce qu'on appelle la commission de conciliation et d'indemnisation. Une première expertise a été diligentée, et donc il y a eu un premier collège d'experts qui a été missionné. Et ce collège d'experts a dit qu'il n'était pas en mesure de déterminer la cause des lésions neurologiques qui affectent le nouveau-né, et que l'anoxo-ischémie qui a été constatée pouvait avoir plusieurs étiologies. Et malgré ce point important sur le plan médico-légal, la commission a rendu le centre hospitalier responsable de l'accident qui est survenu en raison d'un défaut d'organisation du service. La CCI reprochait l'absence de surveillance constante de la patiente pendant la mise en pot à pot, et comme cela est possible, l'assureur n'a pas suivi l'avis de la CCI, et l'ONIAM, qui est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, ne s'est pas substitué à l'assureur. Et en raison du refus de l'avis de la CCI par l'assureur, une plainte a été déposée toujours par les parents, qu'on appelle les demandeurs en termes médico-légal, près du tribunal administratif. Le tribunal administratif a désigné un autre collège d'experts composé d'un pédiatre et d'un obstétricien. Et contrairement au premier collège d'experts, ce collège-là a établi un lien de causalité direct, certain et exclusif entre le pot à pot et les complications neurologiques qui ont affecté l'enfant.
Et il se serait produit pendant le pot à pot une anoxia-ischémie qui, selon les experts, aurait pu être évitée par une surveillance plus rapprochée. Et devant les arguments en défense présentés par l'assureur, le tribunal administratif a rejeté les conclusions des demandeurs qui demandaient la condamnation du centre hospitalier et de l'assureur sur le plan de la responsabilité pour faute, ainsi que les conclusions demandant l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Et devant ce jugement qui leur était défavorable, les demandeurs ont fait appel. Et devant les arguments qui ont été présentés en défense, qui portaient non seulement sur le mécanisme ayant conduit au dommage, mais aussi sur les recommandations concernant les modalités de surveillance lors d'un pot à pot, le tribunal a conclu qu'il ne résultait pas de l'instruction, que la surveillance avait été défaillante, et a considéré que les demandeurs n'étaient pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, alors c'est un terme juridique qui sera éventuellement expliqué par Maître Boileau, le tribunal avait rejeté leurs conclusions, dirigées non seulement contre le centre hospitalier et l'assureur, mais aussi contre l'ONIAM. J'ai juste un commentaire à faire sur le plan médical concernant ces différents avis ou jugements, et donc de préciser que l'argumentaire qu'on avait présenté en défense disait la chose suivante: il n'existait pas à l'époque de fait des recommandations de pratiques cliniques relatives à la mise en pot à pot en salle d'accouchement des nouveau-nés à terme bien portants qui auraient été élaborées par l'une des sociétés savantes concernées par la périnatalité. Et le pot à pot, qui est une pratique ancestrale qui est bien connue, a le but de favoriser la mise en place de l'allaitement maternel, avait des recommandations de l'OMS et de l'ANAS, mais qui n'ont été éditées que 5 ans après les faits. Et 5 ans après les faits, on a pu dire que la surveillance devait être, très précisément de telle durée et que c'était tel paramètre qui devait être surveillé. Et en l'espèce, les faits s'étaient déroulés je vous le rappelle, en 2009, et les recommandations n'ont été publiées qu'en 2014. Et c'est sur cet, argumentaire-là que la plainte des demandeurs a été rejetée. Voilà, juste aussi un complément aussi, d'informations concernant cette affaire. On a pu se défendre dans cette histoire en raison de la bonne traçabilité de la surveillance qui avait été, faite, et on avait montré que la sage-femme ne s'était pas absentée plus de 10 minutes de la salle de naissance et qu'on ne pouvait pas lui reprocher une négligence dans la surveillance qui avait été faite, concernant cette, parturiente et son nouveau-né. Voilà, je laisse, à maître Boileau les commentaires sur le plan juridique. Alors déjà, je vais essayer de resituer, effectivement, comme vous l'avez dit, docteur Chenblat, plusieurs notions. Là, on a entendu parler de CCI, la commission de conciliation et d'indemnisation. On est ensuite passé, au contentieux et on a eu, ensuite une autre procédure au tribunal administratif. Pour peut-être essayer de clarifier les choses, je voulais juste redresser peut-être très rapidement le panel qui existe, dans les différentes, alors je vais dire le mot plainte pour vulgariser et pour que l'on comprenne un peu mieux, mais les différentes actions, des demandeurs. Quand il y a un litige, on peut aller soit, dans une phase amiable, qui est devant la commission de conciliation et d'indemnisation, c'est la CCI, soit au contentieux, et donc là, on va soit au tribunal administratif lorsque, c'est un hôpital public, un établissement public de santé, soit devant les tribunaux judiciaires si c'est, au civil, si c'est, des cliniques, des médecins libéraux, toutes les personnes privées, dans le monde de la santé. Vous avez également, là j'en parlerai pas sur ce cas clinique, mais vous avez également toutes les juridictions ordinales. Et ensuite le pénal. Ça, c'est encore autre chose. Quand on veut l'indemnisation, on va soit devant la CCI dans une phase amiable, soit devant les tribunaux. Ce cas clinique est assez intéressant, c'est qu'on a eu effectivement 2 procédures engagées devant 2 entités différentes. Le point commun que l'on retrouve et qui est mis en exergue justement par les décisions qui ont été rendues, c'est que la base de la responsabilité médicale, c'est que l'on doit toujours rechercher s'il y a une faute et voir s'il y a un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. S'ajoute à cela le devoir d'information, et quelle que soit l'analyse que l'on fait sur la faute ou sur l'information, on doit toujours se situer
sur le moment exact des faits. Et c'est la formule consacrée par tous les experts, par les tribunaux, par la CCI. On regarde si la prise en charge ou si l'information a été donnée conformément aux données acquises de la science. En d'autres termes, aux recommandations, à de la littérature au moment des faits. Et quelle que soit l'analyse que l'on doit porter, on doit toujours se situer à date, au moment des faits. Et donc dans le cas clinique que l'on vient de voir, effectivement, on a des faits qui se situent à une date, on a des recommandations qui sont à une autre. On peut analyser un lien de causalité direct et certain, mais quand bien même on le retrouverait en fonction d'un défaut d'information ou d'une surveillance plus accrue ou autre chose, ça peut être un autre contexte, un autre «manquement» entre guillemets, on doit toujours raccrocher ça à ce qui était en vigueur au moment des faits au regard de la science médicale. Et cette décision est particulièrement, intéressante pour illustrer justement ce point. Et les recommandations sont toujours, l'élément, le plus important pour analyser une responsabilité éventuelle. Je voulais juste, relever le fait que l'ONIAM avait refusé de se substituer, à l'assureur. Pour quelle, raison? Les conditions d'indemnisation de l'ONIAM sont aussi particulières. L'ONIAM doit indemniser en cas, alors on vulgarise aussi en parlant d'aléas thérapeutiques. Légalement, on parle d'accident médical non fautif avec, un taux de complications et en fait de circonstances exceptionnelles, qui arrivent lorsqu'il y a un acte de soin. Là, dans ce cadre-là, encore faut-il, déjà que la responsabilité ne soit pas engagée. Si l'ONIAM estime que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement est engagée, l'ONIAM n'indemnise pas. Elle n'intervient qu'en cas, d'absence de faute, d'absence de responsabilité des professionnels, et pour des complications, rares, exceptionnelles, mais qui sont en tout cas connues et identifiables. Dans la mesure où déjà on discute du lien de causalité, ça c'est compliqué et si l'ONIAM estime qu'il y avait un manquement, elle peut avoir cette position, elle n'indemnisera pas. Vous parliez tout à l'heure de la loi Kouchner et de la date des faits. Est-ce qu'on peut revenir, un petit peu sur cette loi? Ah oui, alors la loi Kouchner, la loi de 2002 a été, un tournant évidemment très marquant, dans le monde de la santé, surtout pour les assureurs et pour les professionnels et les établissements. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, la responsabilité des établissements et des professionnels de santé était inscrite dans la loi. Avant, ce n'était qu'une évolution, jurisprudentielle. On n'était que sur de la jurisprudence. On considérait qu'il se formait en tout cas un contrat. Donc on avait quand même une espèce de base légale, contractuelle, pas légale, avant, mais c'était qu'une évolution jurisprudentielle. Après il y avait pour ce qui est du civil, pour ce qui est des tribunaux administratifs, des établissements publics de santé, on avait la responsabilité hospitalière. Là, c'est plus habituel devant les juridictions administratives, c'est qu'une évolution, de la jurisprudence. À partir de la loi de 2002, la loi Kouchner, la responsabilité a été inscrite dans la loi, dans le code de la santé publique. On a d'ailleurs, à cette occasion, inséré, le code de déontologie médicale dans la partie réglementaire du code de la santé publique, ce qui en a donné quand même une valeur un peu plus forte. Avant, c'était un décret. À partir de la loi Kouchner, c'est devenu une partie réglementaire de la loi et de toute façon, en substance, la majeure partie, des articles, du code de déontologie, ont été insérés dans des dispositions légales du code de la santé publique. Et donc là, nous avons alors, c'est pareil, ce serait un peu long à détailler, mais le grand principe, de base, c'est que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute. Il n'y a jamais de responsabilité sans faute des professionnels. On a en revanche une responsabilité, de plein droit, mais là, c'est dans le cadre des infections nosocomiales. Donc c'est pour, un autre pan justement du droit de la santé. Mais je vais essayer de simplifier avec le langage médical simplement. Ouais. Avant 2002, on recherchait systématiquement la responsabilité pour faute. On devait prouver que le praticien avait commis une faute pour pouvoir être indemnisé. Depuis 2002, il existe bien entendu, la responsabilité pour faute existe toujours, mais on peut très bien obtenir une indemnisation
en raison d'un aléa médical non fautif, c'est-à-dire une complication d'un acte médical non fautif. C'est chaque fois que quelqu'un dépose plainte, c'est qu'il s'estime victime d'une complication qui n'aurait pas dû survenir. Et cette complication, autrefois, avant 2002, on devait systématiquement rechercher une faute du médecin pour pouvoir être indemnisé. Et aujourd'hui, on peut être victime de quelque chose qui s'est produit après ou au cours d'un acte médical, sans que le médecin ne soit responsable ou coupable de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il y a un organisme qui s'appelle l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui intervient et qui paye, qui paye l'indemnisation à laquelle la victime peut prétendre. Mais il ne paye pas tout le temps et toujours. Il faut, comme l'a dit maître Boileau, qu'il y ait que la complication réponde à un certain nombre de critères qu'on détaillera une autre fois, mais qui en tout cas sont bien définis. Pour que l'ONIAM se substitue et vienne payer à la place de l'assureur quand il n'y a pas de faute, mais que c'est une complication d'un acte médical non fautif. Oui, c'est vrai que je suis restée sur l'état d'esprit du médecin ou de la clinique ou de l'hôpital mais effectivement la loi 2002 a créé, ce mode d'indemnisation, aussi, au titre de l'aléa. En complément, c'est très important. Là, du coup, le message que vous voulez faire passer sur cet épisode, d'un point de vue juridique, c'est lequel? Non, c'est pas ça. Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'une indemnisation peut avoir lieu si les soins n'ont pas été conformes à des recommandations qui existaient à l'époque des faits. Une condamnation ne peut être formulée que si les critères de cette condamnation sont présents, à savoir un acte, une faute, un préjudice, un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les deux. Et pour que la faute existe, il faut que les soins n'aient pas été conformes aux recommandations de l'époque des faits. Et en l'espèce, ce que disait la plainte de la patiente, c'était: mon enfant a une atteinte neurologique. Cette atteinte neurologique, est due à une anoxo-ischémie. Et cette anoxo-ischémie, elle est liée à la technique elle-même qui n'a pas été conforme à ce qu'il fallait faire. D'abord parce qu'on ne m'a pas informé de ce qu'il fallait faire et ensuite parce que la surveillance n'a pas été constante. C'est ça ce qui est dit dans la situation clinique. Et en défense, on a montré quoi? On a montré que l'information, il n'y avait pas de recommandation au sujet de l'information, il y avait une information généraliste. Et que surtout la surveillance, il a été précisé ce que l'on entendait par surveillance constante ou rapprochée. Dans le cas clinique en question, la sage-femme s'est absentée 5 minutes, même pas. Elle a fini son épisio, elle est allée prendre quelque chose et s'occuper, je sais pas, voir une autre patiente. Elle est revenue quelques minutes après avoir laissé cette patiente. Mais ça suffisait. 3 minutes d'absence totale d'oxygénation, ça suffit à un nouveau-né à avoir des lésions neurologiques. Et aujourd'hui, enfin depuis 2014, il y a des recommandations qui existent et qui demandent qu'on surveille de manière constante. Certains mettent un capteur de fréquence cardiaque et qu'on demande de passer précisément toutes les 5 minutes, voir la patiente, s'assurer que tout va bien et informer la patiente comment il faut placer le nouveau-né au niveau du sein. Alors en mai 2025, la HAS considère comme indispensable la mise en place de protocoles précis détaillant les modalités d'installation, de surveillance, d'information des parents avec un point de vigilance. Donc voilà, recommandation en 2014, 2025, c'est pas encore passé dans les mœurs, ces recommandations. Et il y a encore des accidents indésirables et ils sont graves quand ils surviennent, hein, en raison de la technique du pot-à-pot qui est pourtant une technique ancestrale. La question qui va faire basculer la responsabilité ou non des professionnels et d'établissements, c'est, comme vient de le dire le docteur Chemla, c'est de voir si à la date des faits, on avait cette connaissance de l'information, cette connaissance de ce risque-là précis. Ce qui fait que le jugement serait différent si l'événement arrivait aujourd'hui. Exactement. Et vous l'avez dans deux situations cliniques qu'on va présenter, vous avez typiquement ça, c'est-à-dire la connaissance d'une technique à l'époque du dommage.
Merci beaucoup, Dr Chemla et Maître Boileau. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.